Quel État pour l'Afrique au XXIe siècle? La question est à l'ordre du jour du Forum de Bamako. La 12e édition s'est ouverte ce matin sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. L'organisation d'un forum sur la paix et la stabilité est principale recommandation de la classe politique sur la crise au Nord Mali, le collectif des partis politiques qui demande la prise de contact nécessaire en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu. La ville de Ségou accueille du monde pour le festival sur le Niger. 35 000 festivaliers sont attendus à ce rendez-vous culturel qui se tient pour la 8e fois dans la capitale des Balanzans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bienvenue. Tout d'abord, ce décret présidentiel, le président de la République qui décrète article 1er les dispositions du décret numéro 2011 PRM du 6 avril 2011 modifié portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés en ce qui concerne le docteur Konaré Mariam Kalapo. Article 2, Madame Dandara Touré est nommée membre du gouvernement en qualité de ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Maintenant, place au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi et avec ce mois Ibrahima Djombele pour son contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Sira. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 5 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l'Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leur indemnité et déterminant les conditions de la délégation de vote. Le nombre des membres de l'Assemblée nationale a été fixé à 147 par la loi du 5 mars 2002 sur la base de critères démographiques qui permettent d'attribuer un député par tranche de 60 000 habitants dans le ressort territorial des cercles et des communes du district de Bamako, qui sont les circonscriptions électorales pour l'élection des députés et un siège supplémentaire de députés pour toute tranche comprise entre 40 000 et 60 000 habitants. Les circonscriptions électorales de moins de 40 000 habitants ont également droit à un siège. La création de nouveaux cercles dans les régions de Tombouctou, Taoudeni, Gao, Menaka et Kidal impose d'attribuer un siège de député à chacun des nouveaux cercles suivant les mêmes critères. Le présent projet de loi est adopté pour prendre en charge cette situation. Au terme du projet de loi, le nombre total des députés à l'Assemblée nationale passe de 147 actuellement à 158 députés. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de réalisation de 42 puits citernes, 22 puits villageois et la réhabilitation de 30 puits pastoraux pour le compte du projet d'appui au développement de l'élevage au nord-est du Mali, lot numéro 2. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'élevage au nord-est du Mali, phase 2, le gouvernement a confié la réalisation de 42 puits citernes, 22 puits villageois et la réhabilitation de 30 puits pastoraux à l'entreprise SGM pour un montant de 1,376 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois hors saison des pluies. Au cours de l'exécution du marché, il est apparu nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires en réalisant de nouveaux puits à la place de ceux qui étaient en état de dégradation très avancé parmi les 30 puits à réhabiliter. L'avenant objet du présent projet de décret est approuvé pour prendre en compte les coûts des travaux supplémentaires exécutés et les variations constatées entre les prévisions des études et la réalité du terrain au moment de l'exécution des travaux. Il est d'un montant de 205 709 000 francs CFA environ. Son financement est assuré par la Banque africaine de développement, la BAD. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux prestations de consultants pour l'assistance technique à la Direction nationale de l'hydraulique et à la Direction nationale de l'assainissement
et du contrôle des pollutions et des nuisances dans le cadre du programme national de mobilisation des ressources en eau et réalisation d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les centres semi-urbains en 2e et 5e région. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mobilisation des ressources en eau qui vise à équiper à terme tous les centres ruraux et semi-urbains en système d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les régions du Koulikoro et Mopti, le gouvernement a décidé de recruter un bureau de consultants pour l'assistance technique à la Direction nationale de l'hydraulique et à la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Le marché a été attribué après appel d'offres au groupement HP Golf Ingénieur GmbH Co KG JBC IGIP Ingénieur Gesellschaft für International Planung Softgaben MBH pour un montant de 1,787 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 60 mois. Il est approuvé par le Conseil des ministres conformément au décret déterminant les autorités chargées de la conclusion et de l'approbation des marchés publics, au terme duquel la décision finale d'approbation des marchés des prestations actuelles d'un montant égal ou supérieur à 750 millions de francs CFA relève de la compétence du Conseil des ministres. Le financement est assuré par la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW. Sur le rapport du ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de l'Académie malienne des langues. De la création du Centre national d'alphabétisation fonctionnelle, CNAF, en 1967, à celle de la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée des NAFLA et de l'Institut des langues Abdoulaye Bari, ILAB, en 2001, le cadre institutionnel de la mise en œuvre de la politique de promotion des langues nationales dans notre pays a connu différentes évolutions. Chacune de ces évolutions visait à corriger des insuffisances constatées dans la pratique. L'Institut des langues Abdoulaye Bari, créé pour, entre autres, identifier et promouvoir l'ensemble des langues nationales attestées dans les aires sociolinguistiques de notre pays, n'a pas suffisamment pris en compte les aspects liés au respect des normes de transcription des langues nationales, à l'harmonisation des règles de transcription des langues transfrontalières et à la validation des créations terminologiques et des traductions. C'est pour prendre donc en charge ces aspects qu'il est proposé par ce projet d'ordonnance de transformer l'Institut des langues Abdoulaye Bari en Académie malienne des langues Amalan. L'Académie malienne des langues, dotée du statut d'un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel, aura pour mission de concourir à la promotion et au développement de l'ensemble des langues nationales du pays. Elle sera le point focal national de l'Académie africaine des langues, ACALAN. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a, au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, procédé à la nomination du colonel Draman Tunkara en qualité de directeur du service social des armées. C'est Rabatili. Merci Ibrahima. La suite de ce journal, nous vous en parlions hier. La 12e édition du Forum de Bamako s'est ouverte ce matin avec cette question au centre des débats. Quel État pour l'Afrique au XXIe siècle? Cette rencontre regroupe économistes, historiens, hommes politiques et représentants de la société civile venus de plusieurs pays. Ils vont échanger sur les nouveaux instruments de la gouvernance mondiale. Et à l'issue de ces 3 jours de réflexion, des recommandations seront certainement formulées. La cérémonie d'ouverture était présidée par Mme Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, Premier ministre. Le point, c'est avec Amadou Sankari. C'est pour la 12e fois consécutive que les initiateurs du Forum de Bamako se retrouvent pour échanger sur des questions intéressant la vie du continent africain, mais aussi des rapports que l'Afrique doit avoir avec les autres. Au cours des travaux, les débats porteront sur le thème central « Quel État pour l'Afrique au XXIe siècle ?» D'éminents historiens, chercheurs, économistes, hommes politiques, membres de la société civile vont mener cette réflexion. Dans les exposés que nous allons entendre et sur lesquels nous échangerons, nous avons la problématique du leadership politique, de la gouvernance publique, qu'il s'agisse de la gouvernance politique, sécuritaire, administrative qu'économique. Ces dernières années, la bande sahélo-saharienne a été caractérisée par l'instabilité et l'insécurité. Dans le cas spécifique du Mali,
L'insécurité dans les 3 régions du Nord est un défi majeur pour la stabilité du pays. Les attaques armées dans les régions nord de notre pays, que nous condamnons avec fermeté et que rien ne saurait justifier, surtout dans un contexte démocratique comme le nôtre, et qui sont caractérisées par les atrocités et les actes de barbarie perpétrés par les rebelles et les groupes armés du MNLA, de l'AQMI et des bandits de Grand Chemin et d'autres groupes contre le Mali, en est une terrible illustration. Outre le thème central, les discussions porteront également sur les nouveaux instruments de la gouvernance mondiale avec un regard critique sur les forces et les limites de l'Organisation des Nations Unies, du FMI, l'interaction entre les marchés financiers, la gouvernance locale et on en oublie volontiers. Ce forum de 3 jours devra aboutir à des conclusions pertinentes très attendues. Dans ce monde où le questionnement regagne du terrain, où la performance s'impose à chaque compartiment de notre vie quotidienne, vous contribuez à mettre en exergue les atouts de l'Afrique qui doit s'imposer dans le peloton des nations. C'est dire donc que les conclusions pertinentes qu'elles vous parviendrez à l'issue de vos débats intéresseront tous les décideurs africains, à quelque niveau qu'ils se situent, particulièrement les décideurs maliens et en tout premier lieu son Excellence, M. Amadou Toumani Touré, président de la République, à qui elles seront remises. Cet espace du donner et du recevoir est élargi aux étudiants. Un autre forum dont les travaux ont démarré ce matin, c'est celui consacré à la communication pour le développement, un forum national qui regroupe pendant 2 jours communicateurs, acteurs du secteur public et privé, de la société civile. Ces assises devront faire ressortir le rôle et la place de la communication, son impact sur la société. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Là-dessus, le point, c'est avec Amadou Ouattara. Faire de la communication pour le développement un outil incontournable du développement en la mettant au service du peuple, voilà l'objectif que vise ce forum national. C'est ainsi qu'en plus des communicateurs, il regroupe les acteurs du secteur public et privé et de la société civile. Le développement économique régional local est transféré aux collectivités territoriales qui ont besoin d'occuper le leadership. Et c'est ce développement économique régional, n'est-ce pas, et local, est le socle fondateur du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et l'accélération de la croissance au Mali. Mais pour occuper ce leadership, il faudrait avoir des cadres bien formés, capables de communiquer avec les citoyens. L'importance de la communication pour le développement n'est plus à démontrer, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, aucune stratégie de développement n'est possible sans la communication. Ce forum est extrêmement important. C'est important pourquoi? Parce qu'on dit bien communication et développement. On n'a pas dit information et croissance. L'information est linéaire, unilatérale. La communication, c'est un va-et-vient. Vous m'informez, je réagis. Vous réagissez vous aussi. Et en ce moment, on rentre dans la dynamique de la communication. Ceci est extrêmement important. L'information, on l'a subie. Mais la communication, on la vit. La mise en œuvre de la politique nationale de la communication pour le développement a été l'objet de concertations sur toute l'étendue du pays. Le cadre d'échange qui vous occupera 2 jours durant, faut-il le rappeler, a été précédé de la tenue des forats régionaux au cours du second semestre de l'année 2011, successivement à Gao pour les régions de Tombouctou, Kidal et Gao, Ségou pour les régions de Sikasso, Mopti et Ségou, et enfin Koulikoro pour les régions de Kaï, district de Bamako et bien sûr Koulikoro. Les forats ont permis de satisfaire un besoin de mise à niveau par rapport au concept de communication pour le développement. Ils ont aussi été des moments de partage d'expériences et de mutualisation de savoir entre les acteurs de tous bords. Des recommandations permettant de mettre définitivement la communication pour le développement au centre des activités du développement du pays sont attendues à l'issue de ce forum. Rentrée solennelle du barreau du Mali, c'était ce matin également une occasion d'échanger sur des thèmes d'actualité, des questions juridiques intéressant la vie de la nation. Le thème choisi cette année est « Quelle élection pour la construction d'États démocratiques en Afrique ?» Alpha Maïga pour les détails.
Des notes musicales qui marquent la rentrée solennelle du barreau et la conférence de stage. Quelle élection pour la construction d'États démocratiques en Afrique? C'est le thème de la rentrée de cette année 2012. Mon pays, le Mali, se félicite du choix de ce thème. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de la République du Mali à organiser des élections transparentes et crédibles. Cela parce que nous sommes convaincus que c'est à l'issue d'élections libres et transparentes que nous pouvons renforcer et consolider notre expérience démocratique et assurer la légitimité nécessaire aux institutions de la République. La question sécuritaire qui prévaut au nord ne peut être occultée au cours de la présente cérémonie. Mais aujourd'hui, plus que de sécurité, c'est d'unité nationale qu'il s'agit et du sang malien qui est versé. Il est temps pour notre barreau de rappeler à tous qu'en toutes circonstances, force doit rester à la loi et au droit, au dialogue et au respect. Notre barreau invite notre pays à participer d'urgence à un forum citoyen d'échange, de dialogue et de paix. L'avocat est une voix, un conseil, voire un médiateur. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les conditions d'exercice de la profession sont difficiles. Pour cela, le barreau s'attaque à un des mots qui mine la société, la corruption. Osons ensemble nous indigner et mettre fin à une corruption qui se transforme en art de vivre ou de survivre, gangrénant gravement l'économie, l'administration, la justice de notre pays dans son ensemble. Sachez que notre ordre s'attaquera sans concession à ces travers qui minent notre profession. Le Conseil de l'ordre s'est engagé depuis un certain temps dans un vaste programme de modernisation de la profession. La formation reste sa priorité, dont une école de formation comme solution. Hommage a été rendu à Maître Fantasilla et Maître Muntagatal à travers cette remise de distinction. Un autre temps fort de la rentrée du barreau pour cette année 2012. Autre sujet, la Chine qui fait don de véhicules et de matériel de bureau au Mali, un geste concrétisé par la signature de documents cet après-midi entre le chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ces dons d'une valeur de 240 millions de francs CFA s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'amitié, de la coopération et du soutien au développement socio-économique du Mali. Mahamadou Doumbia. Par sa signature des documents de remise des dons entre le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, confirmé par la remise des clés, la Chine vient de remettre au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale 5 voitures, 2 minibus, 30 ordinateurs et 15 imprimantes pour un coût de 240 millions de francs CFA. Depuis un demi-siècle, les relations d'amitié et de coopération entre le Mali et la Chine se développe de manière saine et régulière. L'amitié Mali-Chine s'est implantée dans l'esprit des deux peuples. Nos deux pays se sont toujours témoignés soutien dans les affaires internationales et ont mené une coopération fructueuse sur les plans politiques, économiques, éducatifs, sanitaires. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'a pas oublié de signaler que la coopération et l'amitié entre la Chine et le Mali se sont illustrées notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à travers divers programmes tels la santé, l'éducation, la culture, la réalisation d'infrastructures et plusieurs autres secteurs inducteurs de croissance économique. Le peuple et le gouvernement malien ne sont nullement surpris par cette donation si généreuse qui vient s'ajouter à tant d'autres et apprécier à sa juste hauteur les innombrables contributions de la République populaire de Chine aux efforts de développement du Mali. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement constant du gouvernement de la République du Mali à œuvrer pour l'élargissement et la consolidation de la coopération bilatérale sino-malienne. Au chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a transmis les sentiments de reconnaissance du peuple malien et ceux du président de la République, tout en confirmant que les mesures seront prises pour une utilisation judicieuse de la présente donation.
Élection 2012, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales poursuit sa tournée dans les régions. Après Koulikoro hier, il s'est rendu aujourd'hui à Ségou, une tournée qui a pour objectif de faire le point des préparatifs des élections. À Ségou, le général Kafougouna Koné a engagé le gouverneur, les préfets, les sous-préfets et les maires à la neutralité et à la rigueur pour les élections apaisées en 2012. C'est ce que nous dit notre correspondant Dougou Fana Traoré. La réussite des échéances électorales de 2012 et référendum présidentiel et législatif est une préoccupation du département de l'administration territoriale et des collectivités locales. Pour preuve, aucun détail pour cette rencontre pour la bonne marche des élections n'a été omis. D'entrée de jeu, le général Kafougouna Koné a engagé les administrateurs à la neutralité, à l'équité, à la rigueur, à la vigilance et au professionnalisme pour ne pas fausser le jeu de la démocratie. Enfin, l'identification des agents électoraux, leur répartition entre les bureaux de vote et leur formation sont entre autres points martelés par le général Kafougouna Koné. Le gouvernement attache une importance capitale à ce rendez-vous électoral, eu égard à ces enjeux majeurs, à savoir organiser des élections régulières et transparentes, renforcer la confiance des citoyens à notre processus électoral, tout en améliorant, bien sûr, les taux de participation des électeurs. La région de Ségou a pris à bras le corps plusieurs de ses préoccupations. Cependant, quelques soucis demeurent encore au niveau de la région de Ségou. En termes de difficultés rencontrées, on peut relever l'absence des représentants de nombreux partis politiques au sein des commissions administratives des communes rurales. Il est à signaler en outre que la formation des sous-préfets, des secrétaires généraux des communes et des présidents des commissions administratives n'a pas été financée, quand bien même sont nombreux ceux ayant fait le déplacement pour accéder aux lieux de formation. Cette année, la réforme fondamentale, c'est surtout les bulletins couplés. Les scrutins couplés. C'est-à-dire que les référendums seront couplés avant le premier tour des élections présidentielles. Vous devez donc vous impliquer dans l'information, la sensibilisation des électeurs en ce qui concerne la circulation de l'électeur dans un bureau de vote couplé. Les préoccupations des préfets et des sous-préfets ont entre autres porté sur le manque de personnel et le manque de moyens de communication. Et face à la crise sécuritaire au nord Mali, le collectif des partis politiques vient d'élaborer un plan d'action pour la paix et la stabilité au Mali. Ce plan vise à initier des actions concrètes permettant de résoudre le conflit. Le contenu du document a été révélé ce matin aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse. Le plan d'action pour la paix et la stabilité au Mali fait plusieurs propositions de sortie de crise. Il s'agit notamment du renforcement des capacités et la motivation des forces armées et de sécurité, de la prise de contact nécessaire en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu et l'organisation d'un forum sur la paix et la stabilité dès que possible. Brahma Traoré a suivi ce point de presse. Ce n'est plus un secret. Le contenu du plan d'action pour la paix et la stabilité au Mali est désormais connu. Le document a été décortiqué ce jeudi aux journalistes à la faveur d'une conférence de presse. À l'initiative d'un collectif des partis politiques, le plan d'action est décliné en 16 points, parmi lesquels le renforcement de la confiance au sein des forces armées et de sécurité, l'élaboration d'un plan de communication interne et externe, avec comme objectif informer à temps réel les populations maliennes et la communauté internationale sur l'évolution de la situation. Ce n'est pas tout. Il s'agit de prendre tous les contacts nécessaires afin d'obtenir l'instauration d'un cessez-le-feu. Il s'agit de prendre ensuite attache avec tous les gouvernements susceptibles d'apporter leur concours à l'ouverture d'un dialogue avec les groupes rebelles. Et enfin, organiser le forum pour la paix et la stabilité dès que possible. La mise en œuvre de ces actions, espère-t-on, permettra de créer les conditions d'un retour au calme dans le septentrion malien. En effet,
Tous s'accordent aujourd'hui que l'unité nationale est fortement menacée. Face donc à cette situation, il faut dépasser les clivages politiques pour sauver ce qu'on appelle ici l'essentiel. Cela demande que chacune et chacun d'entre nous se mobilise pour la patrie et pour la nation. Vraiment, les petites supputations politiciennes, les petites considérations personnelles, les petits calculs, sortons de ça. Sauvons notre intégrité territoriale, sauvons notre unité nationale, sauvons notre démocratie et sauvons la République. C'est cela qui est demandé aujourd'hui à chaque Malienne et à chaque Malien. Tout le reste là, c'est un faux combat. Ces propos sont on ne peut plus clairs, mais question, dans la situation actuelle du pays, est-il possible d'organiser des élections libres et transparentes en 2012 s'interrogent certains confrères. En réponse, le porte-parole du collectif des partis politiques dira qu'il y a un préalable, faire taire les armes le plus vite possible. Il faut que les armes se taisent pour ne pas priver une partie de nos citoyens de leur droit de vote. Ça, c'est un droit fondamental chez un citoyen. Il faut que les armes se taisent pour que dans d'autres régions, les élections puissent se tenir dans le calme et la sérénité. Et il faut également créer un certain nombre de conditions, le retour de nos réfugiés, etc., pour que les élections puissent être le plus crédibles et transparentes possible. Nous allons agir pour faire taire les armes, nous allons agir pour créer les conditions de la tenue d'élections paisibles, d'élections propres, mais nous nous refusons à envisager que les élections ne se tiennent pas. Les jours à venir nous édifieront certainement. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le gouvernement espagnol a pris connaissance avec consternation des attaques récentes dans plusieurs localités au nord du Mali et condamne ces épisodes violents. Il souhaite également exprimer ses condoléances aux familles des victimes et sa solidarité avec les autorités maliennes. De même, l'Espagne souhaite réitérer son attachement à la stabilité, la démocratie, l'unité et l'intégrité territoriale de la République du Mali. Ainsi, le gouvernement espagnol salue les déclarations du président Touré et son appel à l'entente entre les différents groupes ethniques, soutient les efforts entrepris par le gouvernement du Mali et insiste sur la nécessité que le processus électoral prévu pour cette année se déroule de manière apaisée et démocratique. Situation au nord toujours, l'association démocratique Justice ADJ et l'Observatoire de l'État de droit ont fait connaître leur position au cours d'une conférence de presse. Ils condamnent les événements dramatiques que vivent les régions du nord Mali et c'était à la maison de la presse un appel au sursaut national au sens de la responsabilité. La mise en place d'une enquête parlementaire, d'un dialogue élargi sont entre autres propositions formulées par les conférenciers. Le point c'est avec Fademba Keita. Ce point de presse est une riposte aux attaques menées par des assaillants dans les régions nord du pays. Il vise à informer les populations sur l'évolution actuelle de la situation. C'est aussi l'occasion pour l'association Démocratie et Justice et l'Observatoire de l'État de droit de proposer des solutions de sortie de crise. Nous avons tracé certaines pistes. Premièrement, nous avons souligné la nécessité de souligner l'inviolabilité du territoire malien. Deuxièmement, nous avons souligné la nécessité de préserver la cohésion sociale. Et là, nous avons même pris des mesures concrètes pour venir en appui à toutes les bonnes volontés afin de sauvegarder les personnes et les biens. Les points débattus avec les journalistes ont laissé entrevoir qu'aucune initiative de développement n'est possible en temps de guerre. C'est pourquoi les organisateurs en appellent au centre de la responsabilité de chacun, au sursaut national, à un dialogue élargi pour une paix durable au Mali. L'association Nyamakalaya Dambé du Front pour le développement du Mali, Mali Nyeta Djekoulou et le Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS qui expriment leur soutien et leur confiance à l'armée nationale et demandent que l'État renforce les capacités des forces armées et de sécurité. Le Mali aura bientôt un nouvel établissement hôtelier. Il s'agit de l'hôtel 2 Tours dont les travaux de construction sont exécutés à 98%. Un constat fait par le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme à l'issue d'une visite effectuée cet après-midi même sur le site de l'hôtel assise à l'agence de cession immobilière ACI. Les travaux de l'hôtel 2 Tours se poursuivent. Nous allons suivre tout cela avec Ramata Konati.
En se rendant sur le chantier de l'hôtel 2 Tours de l'agence de cession immobilière ACI, le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme voulait voir de visu l'état d'exécution des recommandations formulées afin que l'infrastructure soit inaugurée dans quelques mois. Des recommandations faites il y a un mois lors de sa visite sur le site en question en compagnie de son collègue de l'artisanat et du tourisme. Il y avait le crépissage intérieur et extérieur. Le crépissage intérieur est fini pratiquement à 98-99%. Il reste le crépissage des façades. Les responsables de l'ACI nous édifient concernant le niveau d'exécution des travaux de l'hôtel. Globalement, je peux dire que nous sommes à près à 32%. Donc les gros œuvres sont pratiquement terminées. Et nous sommes en train donc de lutter pour que qu'on puisse rendre donc l'hôtel inaugurable avant donc mai. Une fois fini, l'hôtel 2 Tours de l'ACI viendra améliorer le plateau touristique du Mali. Et ça développe le tourisme, donc non seulement il y a cela, mais ça va créer de l'emploi dans le pays avec l'embauche du personnel d'appui. Et si cet hôtel vient s'ajouter, donc ça ne fera que agrandir le parc hôtelier de l'État du Mali. A rappeler que les travaux de l'hôtel 2 Tours de l'ACI ont débuté en 2010 avec un délai d'exécution initial de 39 mois. La construction de cet hôtel à 10 étages est confiée à l'entreprise chinoise Tchétchèque. Le projet d'accroissement de la productivité agricole du Mali, PAPAM, tient depuis ce matin la deuxième session de son comité d'orientation et de pilotage. Au cours de cette session, les participants vont faire un examen des rapports d'activité, des états financiers et des rapports d'audit. À l'issue de la session, les participants vont faire des recommandations avant de donner des orientations pour le programme. Adama Tangara. Cette deuxième session du PAPAM, le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, va permettre aux participants de mesurer le chemin parcouru depuis la première session, d'analyser les difficultés pour planifier les activités pour l'année 2012. La première session, tenue en juillet 2011, a consacré le démarrage des activités qui devaient soutenir les actions des producteurs ruraux dédiées à l'accroissement des revenus et à l'amélioration de leur bien-être. Un budget de 14 milliards a été arrêté, eu égard à l'engouement et aux attentes des producteurs. Concernant donc les sous-projets pour les producteurs, le taux d'exécution budgétaire de 17% est révélateur des difficultés rencontrées. C'est pourquoi le principal défi pour le PAPAM en cette année est le financement des sous-projets en faveur des producteurs. On a eu 6 mois d'exécution sur lesquels on a peut-être procédé surtout à des réglages et à des formations sur les procédures. Maintenant, cette deuxième session nous permet de rentrer dans le vif de l'action avec le financement des projets des producteurs. Et on a un budget estimé, en tout cas proposé au Conseil de l'ordre de 24 milliards pour cette année. Donc dès qu'on a le feu vert pour travailler sur ça, nous pensons effectivement que assez rapidement on va atteindre la vitesse de croisière. Ce programme représente aujourd'hui l'espoir de millions de producteurs à travers le Mali profond, qui attendent le financement de leurs projets et sous-projets pour augmenter la productivité agricole et améliorer leurs revenus. Je vous invite à rester attentifs à cette préoccupation majeure et œuvrer de manière proactive pour faire de ce programme une réponse effective à leurs attentes. Ceci est une condition pour atteindre les objectifs assignés. Les objectifs du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, à savoir l'accroissement de la productivité et la modernisation des exploitations agricoles, ne seront atteints que par l'engagement de tous les acteurs, la promotion du secteur privé et la promotion de la recherche agricole. L'heure n'est pas encore au conseil d'administration pour le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les secteurs de Nioro du Sahel et Nara, puisqu'il vient juste d'être lancé ici à Bamako, financé par la coopération belge et 5 autres partenaires, dont la FAO. Le programme qui s'étale sur 5 ans va coûter près de 10 milliards de francs CFA. Il devra contribuer à la sécurité alimentaire dans les 27 communes des secteurs de Nara et Nioro du Sahel. Agali Agagissa.
Le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nioro du Sahel et Nara s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de sécurité alimentaire. À travers ce programme qui vient renforcer les dispositifs mis en place par le Commissariat à la sécurité alimentaire, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire compte atteindre plusieurs objectifs. Le Fonds belge pour la sécurité alimentaire entend dans la mesure du possible intégrer toutes les dimensions de la sécurité alimentaire à ces programmes. La disponibilité physique des denrées alimentaires, l'accès à ces denrées alimentaires, la stabilité de la disponibilité et de l'accès dans le temps, et l'utilisation des denrées alimentaires pour combattre la malnutrition. La pertinence du choix de cette zone n'est pas à démontrer, car s'inscrivant dans les différentes politiques nationales prioritaires d'accompagnement du gouvernement en direction des communes ayant un grand retard dans l'accès à la sécurité alimentaire durable. C'est pourquoi ce programme suit la ligne directrice des plans et stratégies nationaux de développement. 5 organisations partenaires sont impliquées dans la mise en œuvre du projet qui couvre les 16 communes du cercle de Nioro du Sahel en première région et 11 communes du cercle de Nara en deuxième région. L'action principale de la FAO concernant ce programme consistera donc à un appui à la coordination globale du programme à travers notamment un appui institutionnel au commissaire à la sécurité alimentaire pour la coordination du programme multisectoriel visant la sécurité alimentaire, un appui au renforcement de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire, un appui au suivi et évaluation du programme. Le programme s'étend sur 5 ans à partir de 2012. Il est financé par le Parlement belge et 5 organisations partenaires à près de 10,320 milliards de francs CFA. La bourse de carité a ouvert ses portes aujourd'hui au CICB, une initiative du réseau international des femmes productrices de SIDO en collaboration avec la Fédération nationale du Carité. Cette première édition, qui était présidée par le ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce, se fixe comme objectif de faire connaître le savoir-faire des acteurs de la filière, de promouvoir le carité et d'échanger sur les préoccupations auxquelles la filière est confrontée en vue de proposer des solutions. Fatmata Kone. 97 000 tonnes, soit 86,5% de la production agricole, c'est la consommation nationale du beurre de karité au Mali. Ce produit est également utilisé à des fins thérapeutiques et cosmétiques. C'est pour valoriser davantage le beurre de karité que se tient à Bamako la bourse du beurre de karité, initiée par le réseau des femmes productrices de beurre de karité, SIDO, en collaboration avec la Fédération nationale du beurre de karité. C'est un cadre d'échange entre vendeurs et acheteurs. L'objectif visé par la bourse du karité est d'apprécier le savoir-faire des acteurs, de promouvoir le karité et ses dérivés, d'échanger sur les préoccupations auxquelles la filière est confrontée et surtout de proposer des solutions. Cette filière pourrait, à travers une intervention accrue, contribuer aux efforts de réduction de pauvreté et des populations et à la croissance économique prônée par les autres autorités du pays. Les femmes occupent une place de choix dans la collecte du noix de karité, la production et la vente du beurre de karité. C'est pourquoi les femmes présentes à cette première édition ont demandé au pouvoir public de soutenir davantage la filière pour résoudre les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Malgré l'importance capitale, on constate une disparition progressive de la ressource karité à cause des effets nuisibles de l'homme, coupe abusive du bois, récolte des fruits immatures et du vieillissement du parc karité. Nous devons accentuer et renforcer la présence du karité, de ses dérivés et de ses sous-produits sur les manifestations commerciales de la sous-région. La cérémonie a pris fin par une visite des stands par la ministre de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce, accompagnée d'une forte délégation. Dans ces stands sont exposés des savons, des pommades, du beurre de karité raffiné pour la cuisine, entre autres. Un nouveau projet pour la sauvegarde du delta intérieur du Niger. Ce projet, qui a pour nom What If We Change, c'est-à-dire Et si on changeait, est une initiative de l'ONG Wetlands International. La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée aujourd'hui à Bamako. Tiemoko Konate est allé voir.
la restauration du couvert végétal et la conservation de la biodiversité dans le delta intérieur du Niger. Voilà entre autres objectifs du projet What If We Change, c'est-à-dire et si on changeait. Ce projet dont les travaux viennent d'être lancés se veut une solution aux multiples maux qui minent le delta, parmi lesquels la déforestation, les feux de brousse et les calamités naturelles dues au changement climatique et aux actions de l'homme, toutes choses qui affectent les écosystèmes. Un site Ramsar, ça veut dire une zone humide d'importance internationale à cause de la richesse de sa biodiversité, des différentes ressources naturelles qu'elle comporte. L'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse, pour ne citer que ces différentes ressources. Mais malheureusement, le delta intérieur du Niger dans son ensemble connaît quelques problèmes. Et nous voulons d'abord améliorer les conditions de vie des populations et ensuite améliorer le statut des oiseaux d'eau et d'autres ressources naturelles. En plus de ces phénomènes, le projet entend lutter contre les maladies animales, en l'occurrence la grippe aviaire. Pendant son exécution, il s'agira pour le projet de faire un véritable plaidoyer. Plaidoyer pour une grande implication des pouvoirs publics et des populations dans la sauvegarde de l'environnement. Nous avons une approche qui s'appelle le BioRights, qui consiste à aider les communautés à travers des microfinances à éviter de détruire leur environnement, et de la conserver plutôt à travers des activités alternatives et avec ces microfinances. Et en retour, c'est à eux de restaurer les écosystèmes et l'environnement dans lequel ils vivent. Le projet est exécuté pour une durée de 10 ans. Il est une initiative de l'ONG International Wetlands International, une ONG néerlandaise évoluant au Mali avec son siège ouest-africain à Dakar au Sénégal. Rappelons qu'en plus du Mali, l'ONG intervient en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. L'Agence de l'environnement du développement durable AEDD a tenu aujourd'hui la deuxième session de son conseil d'administration. 3 sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit de l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2011, celui du projet de programme d'activité de 2012 et le budget prévisionnel de 2012. De l'analyse de ces différents documents, les administrateurs ambitionnent d'entreprendre plusieurs activités en rapport avec les objectifs de la structure. Le point avec Abdraman Maïga. Ce budget d'1,372 milliard de francs CFA adopté au cours de cette deuxième session du conseil d'administration permettra à l'Agence de l'environnement et du développement durable d'entreprendre un certain nombre d'activités courant 2012. Il s'agit notamment de l'actualisation de la politique nationale de protection de l'environnement, de l'adoption et l'approbation de la politique et de la stratégie nationale sur les changements climatiques, de la mise en œuvre de la stratégie de formation et du plan d'action triennal pour le renforcement des capacités du personnel de l'agence. Ajoutez à cela l'élaboration d'une stratégie nationale de communication pour le changement de comportement et d'une stratégie de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, nous avons, en 2011, travaillé sur l'élaboration d'une politique et d'une stratégie en matière de changement climatique. Nous avons travaillé sur la mise en place d'un fonds climat Mali. Et tous ces efforts, en tout cas, vont dans le sens de la protection de l'environnement pour un développement durable. Autre action non moins importante qui seront exécutées par l'AEDD en 2012, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement, la lutte contre la désertification, le changement climatique. Il sera aussi question de l'animation du Conseil national de l'environnement et du Comité national des changements climatiques en vue de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. Au cours de la présente session, vous aurez à plancher sur le rapport d'activité 2011 de l'agence et son programme d'activité 2012. Je ne doute pas que vous allez examiner ces rapports avec la plus grande rigueur. Le suivi des indicateurs environnementaux et l'élaboration d'une stratégie nationale d'évaluation environnementale seront également entrepris par l'Agence de l'environnement et du développement durable en 2012. La mission de la Banque mondiale était dans les zones couvertes par le projet d'appui aux communautés rurales, PACR. Le conseiller technique du ministère du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées explique ici les résultats de la mission et les défis à relever. Koulou Fane est au micro de Mamour Sidibé. Dans la tradition de la banque, doit passer chaque fois
périodiquement pour faire une mission de supervision pour voir si le projet s'exécute à hauteur de souhait. Donc c'est dans ce cadre que, au mois de février, il y a eu cette mission de supervision de la Banque mondiale au niveau du projet d'appui aux communautés rurales. Voilà, au retour de la mission, quel est le constat qu'on retient? Le constat général qui se dégage, c'est que le projet s'exécute très bien, parce que au constat dégagé, le taux d'exécution est à 82%, et qui juge, ce qui démontre que le projet s'exécute extrêmement très bien. Le constat sur le plan général, il s'exécute très bien. Maintenant, ils ont parlé de certains défis. Ça, c'est l'aspect le plus important, c'est la pérennisation. Il faudrait que les projets qui viennent d'être réalisés, ils sont au bénéfice des populations, doivent être pérennisés à la fin du projet. Cela veut dire quoi? Si on prend les projets productifs, il faut que ces projets s'intègrent dans le circuit économique du pays. Autrement dit, qu'ils arrivent à avoir des financements en dehors du PACR, autrement dit de la part des institutions de microfinance, et également qu'ils arrivent à écouler leur production sur le marché, que ce soit national ou international. Donc c'est tout aspect, ce défi qui est extrêmement important. Les missionnaires ont beaucoup insisté sur cet aspect auprès des bénéficiaires. Troisième session du conseil d'administration du Centre de formation pour le développement, CFD, c'était ce matin. Cette session marque le début de la deuxième phase du programme. Pour rappel, le CFD assure la formation à distance par visioconférence. Le point avec Isaac Tino. Créé pour la formation et le renforcement des capacités des cadres, le Centre de formation pour le développement permet aux différents responsables d'être en contact avec les experts du développement au niveau local, régional et international. Cela à distance par visioconférence et aussi par formation personnalisée. Le CFD a déjà formé plus de 980 cadres du privé et de la société civile. Cette troisième session du conseil d'administration marque le début d'une nouvelle ère pour le Centre de formation pour le développement. Le centre rentre ainsi pleinement dans sa deuxième phase, qui doit le conduire à l'autonomie financière en tant qu'établissement public à caractère scientifique et technologique. Le centre, faut-il le rappeler, ne bénéficie plus depuis mai 2011 de l'appui de la Banque mondiale qui devrait l'accompagner pendant cette phase. C'est le moment pour vous, administrateurs, de vous impliquer fortement pour orienter, soutenir et accompagner le centre à pouvoir continuer d'améliorer le service afin de contribuer à la formation et au perfectionnement des ressources humaines de notre pays. Pour ce faire, je voudrais assurer, en tout cas les administrateurs et le directeur de l'établissement, de l'accompagnement sans réserve du ministère, qui est le département de tutelle du centre. Donc j'exhorte la direction du centre à renforcer ses activités pour offrir au cadre des programmes de formation. Au cours de cette session, il sera question de se pencher sur la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues de la deuxième session, d'examiner et adopter le rapport d'activité de l'année écoulée, se pencher sur le budget et le plan de travail de 2012, adopter le projet de cadre organique, entre autres. Cette année, le budget du Centre de formation pour le développement est équilibré en recettes et dépenses à 672 780 000 francs CFA. Les administrateurs de l'Agence de technologie de l'information et de la communication se sont concertés pour la 8e fois ce matin. C'était dans la salle de conférence de l'agence. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour des travaux, à savoir l'examen et l'adoption de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 7e session, l'examen et l'adoption des projets et programmes d'activité et le budget 2012. Nando Dambeli. Placé sous le signe de la dynamisation de l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC, cette 8e session du conseil d'administration se tient 2 semaines après la tenue des journées de l'AGETIC. Nous plaçons sous le signe de la redynamisation un nouveau départ de l'AGETIC pour la plus grande satisfaction des différents acteurs et en particulier au niveau de l'administration publique. Les 17 administrateurs ont entre autres examiné et adopté le rapport d'activité 2011, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 7e session. Ils ont par ailleurs passé au peigne fin
les projets de programme d'activité et de budget 2012. Le projet de programme d'activité 2012 est élaboré dans le cadre du plan opérationnel de l'AGETIC. Son objectif est de consolider et d'approfondir l'informatisation de l'administration. Sa mise en œuvre nécessite un budget prévisionnel chiffré à 3 668 405 000 francs CFA, légèrement inférieur à celui de 2011, raison pour laquelle le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies qualifie cette 8e session de la Renaissance pour l'AGETIC. Les missions de l'AGETIC, nous sommes familiers, mais je crois que nous pouvons toujours les rappeler parce qu'elles sont importantes. Ce sont des missions stratégiques, ce sont des missions transversales et ce sont des missions à grande valeur ajoutée. Le démarrage du second plan opérationnel 2010-2013 du programme de développement institutionnel, dont une part importante du financement sera assurée par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme administrative, à la décentralisation et au développement économique régional du 10e PED de l'AGETIC, encore une fois, un acteur central. Par la magie des technologies de l'information et de la communication, M. Lee, en mission en Inde, a suivi par vidéoconférence tous les travaux de cette session depuis New Delhi. Les populations du cercle de Yanfolila viennent de bénéficier de consultations gratuites par une cinquantaine de médecins spécialisés en ORL. Cette journée de consultation a été initiée par l'association Dr Mamadou Sakho pour la promotion de l'ORL Amassa ORL en partenariat avec le Conseil du Cercle et le Centre de santé de référence. Envoyés spéciaux Mamourou Sidibé et Karunga Keita. L'équipe de l'association Dr Mamadou Sakho pour la promotion de l'ORL Amassa ORL s'est répartie entre 5 blocs de consultation pour visiter et souvent traiter certains patients qui ont longtemps souffert des affections ORL. Le nombre élevé de corps étrangers dont ont été débarrassés les patients ont confirmé le besoin au centre de santé de référence de Yanfolila d'un spécialiste ORL. Cette journée nous a permis de tester ou de confirmer ce qu'on avait déjà comme soupçon, à savoir l'incidence des pathologies ORL dans le district de Yanfolila. Une telle journée permet à l'Amassa ORL non seulement de donner aux patients les plus éloignés des soins de qualité en ORL, mais aussi de faire connaître aux autres membres de l'association les affections ORL courantes et leur prise en charge. Pour nous, c'est très important d'aller à l'intérieur de notre pays pour donner notre savoir à ceux qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à ces problèmes ORL au sein donc de nos populations. Les pathologies ont été donc diagnostiquées. Nous avons donné aussi quelques produits gratuitement selon donc notre stock de produits qu'on avait ici à notre disposition. La seule journée du mardi a permis de consulter près de 500 patients du Wassoulou. Les spécialistes sont rares, sinon je dirais même ne sont pas à Yanfolila ici. Donc c'était une occasion pour nous de soigner nos populations, de donner le minimum qu'on peut à la population. En dehors de quelques produits qui ont été livrés gratuitement aux malades, la consultation là, les a permis au moins d'économiser 70 000 francs pour diagnostiquer le mal et avoir une ordonnance pour y faire face. Depuis 5 ans, l'Amassa ORL décentralise ses actions sur le terrain dans notre pays afin de participer à l'amélioration du bien-être de nos populations. Et c'est parti depuis hier pour la 8e édition du festival sur le fleuve Niger. Pour cette ouverture grandiose, l'orchestre Super Buton de Ségou a mis en scène l'arrivée triomphale de Damonzon après une bataille dont il sortit vainqueur. C'était au XVIIIe siècle. Cette année, ce sont près de 35 000 festivaliers qui sont attendus par les organisateurs et le thème retenu est création et développement. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et d'une foule nombreuse ainsi que de nos envoyés spéciaux à Ségou, Mohamed Diarra et Tchedje Kamara. En 8 années d'existence, le festival sur le Niger n'a rien perdu de son caractère populaire, attractif et solennel. Les festivaliers sont venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie pour partager ce moment de joie, de bonheur et magnifier un Mali authentique. C'est donc une cérémonie d'ouverture de belle facture à laquelle le public a assisté. Le temps est donné par l'enfant de Neba.
Ensuite, l'orchestre mythique de la cité de Balanzan, le Super Biton, a enchaîné en faisant visiter un moment historique du royaume Bamana de Ségou. Nous sommes au XVIIIe siècle pour assister à l'arrivée triomphale du roi d'Amazon qui revient d'une bataille dont il est sorti vainqueur. La 8e édition innove par la diversité des centres d'intérêt, le nombre et la qualité des artistes. La ville invitée au Mali et du Mali est Mopti, terre de culture, d'art, de rencontre des hommes. Le festival sur le Niger interroge le passé pour mieux préparer l'avenir. Ici, mention spéciale est faite aux étrangers qui ont bravé les interdits pour soutenir la culture malienne. On ne cessera jamais de leur dire chapeau. Et je l'ai dit tantôt, c'est vraiment des véritables amis, non seulement du Mali et de l'Afrique. Partager avec nous ces moments intenses, nous leur souhaitons bien séjour, un bon festival et un bon retour dans leur foyer. Il faut vraiment croire au Mali, croire en l'Afrique, aimer l'Afrique, pour être là ce soir avec nous, partager ces moments magiques sur le bord du fleuve. En cela, je suis très touché. Les activités du festival sur le Niger se déroulent sur 3 sites. Le festival prévoit aussi un colloque international sur le thème création et développement et des animations. Voilà d'autres aspects de ce festival à découvrir dans le journal spécial du festival sur le Niger, présenté ce soir, juste après cette édition par Ibrahim Traoré. Sport, football, championnat national Ligue 1, le CS Dougoulomfla en déplacement a battu la Jeanne d'Arc de Bamako par le score d'1-0. C'était hier au compte de la 9e journée en retard. Et pour le Djoliba AC, il est toujours leader du championnat malgré les 0-0 contre les 11 créateurs de Nyarela. Les 2 matchs ont eu lieu au stade Modibo Keïta. Compte rendu Djara Konati. Les Rouges de Remakono sont invaincus depuis 10 journées sans le moindre but encaissé. Pour cette 9e journée en retard, le Djoliba est face aux 11 créateurs. L'occasion est bonne pour les deux formations d'héréditer leur exploit de la récente journée et voir un public enthousiaste après la CAN. Les 11 créateurs confiants accrochent les Rouges de Bamako sans trouver le chemin défilé, 0-0. Pourtant, les occasions de but n'ont pas manqué dans cette partie. On a fait une bonne deuxième mi-temps, on a eu pas mal d'occasions. Je pense qu'aujourd'hui, la chance nous a manqué. Parce qu'on aurait pu quand même avoir les 3 points aujourd'hui. Mais face à un adversaire qui est quand même coriace et qui joue bien au ballon, je pense qu'on aurait pu quand même, si les 2 ou 3 dernières actions, finir avoir les 3 points aujourd'hui. On a joué de telle sorte qu'on puisse quand même les attirer et les prendre en compte. Je pense que c'était le principe qu'on avait mis en place. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas été efficace par rapport aux situations de but que nous avons eues. La 10e rencontre oppose les vaincus de la précédente journée, CS Dougoulomfla et Jeanne d'Arc de Bamako. Les Bleus de Koulikoro, bien en place, ne tremblent pas malgré le collectif et la vivacité de l'adversaire. La Jeanne d'Arc subit et commet des irrégularités. Les visiteurs ouvrent logiquement le score sur penalty à la 45e minute transformé par Youssouf Koulibaly. La seconde période sera marquée par un manque de réalisme des attaquants. C'est d'abord bon pour le moral, dans la mesure où les 2 derniers matchs nous l'avons perdu. Je pense que c'est un match qui a été joué de bout en bout et nous avons beaucoup manqué de concentration aujourd'hui devant. Et si ce but était égalisé, on allait avoir des regrets, et des regrets vraiment amers. Il n'y a aucune accélération, aucune concentration dans les jeux. Bon, il faut que je corrige ça maintenant. C'est dans la mesure où tu as confiance à des joueurs cadres, mais ils jouent très faux. Vraiment, c'est imaginable. Il faut qu'on corrige tout ça. Ce résultat d'1-0 pour le CS Dougoulomfla lui permet d'espérer.
Et nous vous rappelons ce décret avant de nous quitter. Décret numéro 2012-106 PRM du 16 février 2012, modifiant le décret numéro 2011-176 PRM du 6 avril 2011, portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-173 PRM du 3 avril 2011, portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2011-171 PRM du 6 avril 2011 modifié portant nomination des membres du gouvernement et sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1er. Les dispositions du décret numéro 2011-176 PRM du 6 avril 2011 modifié portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés en ce qui concerne le docteur Konaré Mariam Kalapo. Article 2, Madame Dandara Touré est nommée membre du gouvernement en qualité de ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Article 3, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Formation continue aux environs de 22h et demain 20h. 2 rendez-vous avec Nyanya Alou Traoré et demain 10h, 13h Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de rester sur l'ORTM. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Bonsoir.